M. Zemmour, excusez-moi, mais je trouve que ce n'est pas quelqu'un qui sait parler au peuple. Parler au peuple, c'est qu'être compréhensible. Excusez-moi, il a un langage, il faut un bac plus 40 pour le comprendre, avec une culture générale très poussée. Dans le Gard, il est 20 ans. Bonjour Laurent Burgoa. Bonjour Abdel. Merci monsieur le sénateur d'être avec nous ce matin dans le rendez-vous matinal d'Objectif Gard. La première question que je voulais vous poser, on vous a quitté au début de l'été, un peu en dedans, après votre défaite au départemental. Comment s'est passé l'été et comment allez-vous, tout simplement? Écoutez, merci de m'avoir invité, je vais très bien. Oui. C'est vrai que j'ai connu une défaite électorale, mais vous savez, dans la vie politique, je crois qu'à un moment donné, il faut connaître ce moment un peu particulier. Et puis, je me suis remis parfaitement. Et puis cet été, je l'ai passé en famille, en gérant cette crise sanitaire qui n'est pas évidente. Alors, on avait l'habitude de partir en Andalousie, je suis parti un peu moins loin, en Catalogne, donc je n'ai pas vu beaucoup de taureaux. Comment vous expliquez, maintenant vous avez plusieurs semaines de recul, comment vous expliquez cette défaite? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez perdu sur votre canton? C'est question de mobilisation. J'étais surpris aussi du score de la candidate En Marche, qui a dû me prendre des voix, puisqu'elle a fait un score de plus de 14%. Voilà, puis après, c'est un concours aux circonstances. C'est un contexte un peu général, probablement. Peut-être le fait aussi que je sois sénateur, ça fait... Que ça les gens... a pu jouer, selon vous? Le fait que vous soyez sénateur, on va en parler, politique, vous avez bientôt fêté vos 1 an. Et puis en politique, peut-être, il y a un peu de jalousie. Donc le fait que je sois devenu, il y a presque 1 an, sénateur, ça fait que, vous savez, des fois, c'est plus les vôtres qui vous font perdre que vos adversaires qui vous font gagner, quoi. Est-ce que finalement, aussi, cette double élection, au même moment, régionale, départementale, le score de Carole Delga fait peut-être que ça a encouragé au vote pour les candidats de la gauche? Et puis il y avait une dynamique à gauche. Il faut reconnaître qu'il y avait une dynamique à gauche d'union de toute la gauche qu'on n'a pas eu à droite, puisqu'on n'est pas arrivé malheureusement à faire l'union de la droite et du centre sur les 23 cantons, ce qui a peut-être enlevé une dynamique. Moi qui ai connu la campagne de 2015 avec une réelle dynamique sur l'ensemble des 23 cantons, ce n'était pas forcément le cas il y a quelques mois. Mais c'est comme ça, j'ai aucun remords. Je me plais au Sénat, je prends mon pied, j'allais dire, et c'est avec plaisir que je ferai ce mandat de sénateur. Maintenant que vous avez pris du recul, on va en parler du Sénat, comme je le disais il y a quelques instants. Vous fêtez pratiquement les 1 an, jour pour jour, c'était à la fin du mois de septembre. Mais quand même, maintenant que vous êtes à l'extérieur du conseil départemental, quel est votre regard sur le nouvel exécutif? Écoutez, il se met en place, je trouve que c'est un peu long. D'ailleurs, je trouve que pour l'instant, il n'y a pas eu de grandes décisions. Et puis, d'après ce qu'on me dit, je ne t'aime plus, mais je remarque que c'est un peu, même si maintenant il y a une majorité, c'est vrai, absolue, je trouve que c'est dommage vous savez, il y a le temps de l'élection, puis après il y a le temps de l'action. Et quand même, il faut être respectueux, puisque les conseillers départementaux sont élus sur leur secteur, même que vous soyez de la majorité ou de l'opposition. Je pense que c'est bien qu'à un moment, il y ait un certain dialogue entre tout le monde, ce qui ne semblerait pas être le cas de nos jours, où il y a un côté un peu sectaire de certains de la majorité départementale. Les élus alésiens, particulièrement, se plaignent de ne pas être du tout associés aux décisions, de ne pas être présents aujourd'hui au sein du département. Surtout qu'ils ont fait le grand chelem sur Alès, et on ne peut que leur en féliciter. Donc c'est vrai que les 3 binômes de la droite et du centre, c'est eux qui représentent le département, puisqu'il n'y a aucun représentant de la gauche sur Alès. Et je comprends et j'entends leurs remarques. Et je pense qu'il faudrait que la présidente du département fasse un peu comme avait fait Denis Bois à l'époque, s'ouvre un peu plus à son opposition. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il y a certains communistes qui l'empêchent? Je pose la question. Je pense qu'il y a un peu de sectarisme de certains. On parle du Sénat à présent, je le disais, donc ça fait pratiquement 1 an, jour pour jour. Qu'est-ce que vous avez fait avancer pour le département du Gard, M. Burgoa, depuis 1 an? Je crois que surtout, ça a été d'abord cette rencontre avec les élus, puisque je m'étais engagé d'être un élu de proximité. Alors, on est arrivé à cette élection en septembre dernier en pleine crise sanitaire, donc c'est pas simple d'arriver au Sénat avec un masque, des jauges à 50%.
Et je crois que moi, je tiens à remercier l'ensemble de mes élus du groupe LR de m'avoir bien intégré d'ailleurs à leur fonctionnement, puisque très rapidement, j'ai pu poser une question d'actualité au gouvernement, c'est quelque chose d'important. Je me suis intégré aussi à la commission des affaires sociales, à la délégation aux collectivités territoriales, d'un divers groupe d'études. On m'a donné une mission d'information sur les mineurs non accompagnés où je leur rends le rapport fin septembre, le 29 septembre. Et puis, Vous pouvez nous en dire un mot là-dessus, rapidement, sans tout dévoiler le rapport, bien sûr. Vous pouvez attendre quand même que je donne la primeur à ma commission, c'est la règle. Après, si vous souhaitez, c'est avec plaisir que je reviendrai pour vous en donner la teneur. Puis, j'avais dit que je voulais être un élu aller à la rencontre, puisque les sénateurs, on est les élus des élus. Et donc, c'est vrai que j'ai commencé à faire des visites sénatoriales et en un an, j'aurais rencontré 100 communes. Donc, sur les 351, ce qui veut dire qu'à ce rythme-là, je devrais passer 2 fois par commune en 6 ans. C'est important parce que je suis arrivé dans certaines communes, on m'a dit que c'est la première fois qu'un sénateur vient nous voir passer 1h30, 2 heures pour rencontrer le maire, les conseillers municipaux qui peuvent être là, pour les écouter sur leurs projets, sur leurs difficultés, et essayer justement d'être celui qui peut mettre un peu de l'huile dans les rouages, notamment par rapport des fois à certains services de l'État ou d'autres collectivités. C'est vraiment facilitateur. C'est vraiment ce qui vous tenait à cœur, en fait, dans ce rôle de sénateur, c'était de continuer à être au contact du terrain, comme vous l'étiez à l'époque en tant qu'élu à la ville de Nîmes. Et aujourd'hui, vous avez ce contact-là avec les maires du département du Gard. On le voit, vous êtes toute la semaine sur le terrain à la rencontre des différentes communes. 3 jours à Paris quand il y a session, mais le lundi, le vendredi, je le consacre à ces visites sénatoriales, et puis je participe aussi à des inaugurations en fonction de mon agenda. Je crois que c'est important. Je veux dire, comme vous venez de dire, ce que je faisais dans le cadre de mes délégations nîmoises, c'est-à-dire de la proximité, je le fais maintenant pour les communes gardoises. Alors même, je suis demandé, il y a des maires que je rencontre, ils me disent quand est-ce que tu viens ? Je dis, je vais venir prochainement. Les journées ne sont que de 24 heures, donc mais j'irai rencontrer toutes les communes. Au Sénat, pour les prochains mois, c'est quoi vos priorités ? Sur quoi vous avez envie de travailler ? On l'a entendu, vous allez présenter le rapport sur les mineurs isolés, un vaste sujet que vous abordiez déjà au sein du département du Gard, quand vous étiez conseiller départemental. Sur les autres sujets, c'est quoi qui vous intéresse, surtout quand on s'approche de la présidentielle ? Il y aura 2 moments forts avant, puisqu'on va s'arrêter en février 2022 de siéger pendant 3 mois. Il va y avoir notamment le projet de loi de finances et le projet de loi de finances et la sécurité sociale. Et puis, ce qui est important et qui peut intéresser les Gardois en ce jour relativement pluvieux, c'est que je vais également intégrer une mission dans le cadre de la délégation collectivité territoriale pour faire un rapport sur les catastrophes naturelles. Je pense que c'est intéressant, et j'ai été retenu, donc c'est intéressant que ça commencera en 2022 dans ce département du Gard, où il y a le risque d'inondation, le risque incendie, le risque nucléaire. Je crois que c'est intéressant pour moi, en tant que sénateur, de m'occuper de ce sujet-là. Effectivement, il y a quelques jours, des députés, les Républicains, des parlementaires même, les Républicains étaient à Nîmes, et aussi les candidats potentiels pour l'élection présidentielle de l'année prochaine. Monsieur Burgois, vous avez fait votre choix entre Valérie Pécresse, entre Xavier Bertrand, entre Michel Barnier et entre Éric Ciotti, même si on n'est pas certain qu'Éric Ciotti soit votre tasse de thé, comme vous avez l'habitude de le dire. C'est une bonne remarque, même si je trouve que c'est un bon député, mais c'est vrai qu'il a quelques idées qui sont pour moi un peu trop à droite, donc c'est pas forcément, comme vous dites, ma tasse de thé. Alors c'est vrai que beaucoup ont souhaité me voir, je les ai rencontrés. J'ai rencontré donc Valérie Pécresse, j'ai rencontré Xavier Bertrand. Même pour vous dire, j'avais rencontré Laurent Wauquiez à Paris avant qu'il prenne sa décision, parce qu'il avait souhaité me rencontrer. Bon, mon choix n'est pas encore totalement fait, mais qui vous a le plus convaincu dans les échanges ? Ça se jouera entre Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Vous avez une préférence ? Pas pour l'instant, pour une présidente peut-être. Si je commence à vous dire je préfère X, vous allez me dire je soutiens X. Donc je vous le dirai dans quelques jours, mon choix sera fait. Je crois que c'est important. Vous y réfléchissez encore ? Bon, je crois que d'abord il faut que le ou la candidate doit être quelqu'un qui unisse toute la famille. Et moi, je me réjouis que d'abord, on ait accepté des gens qui ne sont plus LR dans la famille. C'est-à-dire qu'il faut élargir, et je le dis aussi, il faut qu'on élargisse à nos sympathisants et aussi au centre. Parce que si on néglige le centre, on perdra l'élection. Donc, ou on fait comme a fait le président Larcher au Sénat, c'est-à-dire qu'on a une majorité LR et centriste, et on voit qu'au Sénat, on arrive comme ça à diriger sans problème le Sénat.
Si on commence à négliger les centristes, ils peuvent partir vers d'autres cieux, notamment vers M. Macron. Donc il faut qu'on passe aussi un pacte d'union avec le centre. Hervé Morin, chez les centristes, lui, a dit son choix. C'est plutôt Valérie Pécresse. Oui, écoutez, c'est un choix honorable, comme on peut être le choix de Xavier Bertrand. Voilà. Vous ne me ferez pas dire à qui je vais choisir. Voilà. Vous l'avez probablement écouté ou vu dans l'interview qu'il a accordée à notre journal samedi matin. Qu'est-ce que vous avez retenu, en tout cas, de ces propositions et des sujets qui vous intéressent particulièrement? Je crois que ça soit Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse, je crois que ce qui est important, c'est qu'ils souhaitent remettre en avant des valeurs de la droite et du centre, et des valeurs, j'allais dire, quand vous êtes président de la République, il y a le régalien. Et je pense que c'est important, notamment la sécurité, la place de l'État par rapport aux collectivités. L'immigration, il faut en parler, mais pas en faire un sujet non plus tabou. Je crois qu'il faut l'évoquer. Il y a aussi la place de la France en Europe. Je crois que c'est important, qu'elle va être la parole de la France en Europe. Voilà les sujets sur lesquels moi j'attends du candidat de la droite et du centre qui a un message fort. Un dernier mot, Monsieur Burgot. En début de semaine, Jean-Paul Fournier a reçu Marc Tollel dans son bureau après qu'il ait annoncé dans nos colonnes son soutien à Éric Zemmour, et en tout cas l'organisation de la venue d'Éric Zemmour le 15 octobre prochain à Nîmes. Malgré que Jean-Paul Fournier lui ait demandé de prendre ses distances, il a souhaité poursuivre et même aller plus loin, puisqu'il va être le référent dans le Gard pour Éric Zemmour en prévision des présidentielles. Est-ce que vous comprenez le choix de Jean-Paul Fournier? Alors, je vais le commenter en tant que cadre de la Fédération LR. Moi, en tant que sénateur, je n'ai pas à commenter une décision d'une commune quelle qu'elle soit. En tant que cadre de la Fédération, je le comprends parfaitement et je l'approuve. Je trouve qu'il a eu raison par rapport à des propos, et que, rappelez-vous, déjà en novembre dernier, j'avais proposé cela lorsque M. Tollel souhaitait l'union de la droite et de l'extrême droite. Pour moi, c'était impossible. Là, je crois qu'il a franchi une ligne jaune, puisque Jean-Paul Fournier avait demandé de ne pas organiser cette réunion. Il est allé à l'encontre du souhait du maire de Nîmes. Donc, c'est vrai qu'à peu près, il y a un manque de confiance. Donc, pourquoi il y a un glissement comme ça? C'est un symptôme aussi chez les Républicains qu'exprime Marc Tollel en glissant comme ça vers la droite dure. Ouais. Et franchement, disons-le, Éric Zemmour, c'est l'extrême droite. Monsieur Zemmour, excusez-moi, mais je trouve que c'est pas quelqu'un qui sait parler au peuple. Parler au peuple, c'est qu'être compréhensible. Excusez-moi, il a un langage, il faut un bac plus 40 pour le comprendre, avec une culture générale très poussée. Donc après, bon, et puis ce qu'il dit, moi je suis désolé, je trouve inadmissible de quelqu'un qui dise d'interdire de dénommer un enfant Mohamed. Pourquoi Mohamed? Excusez-moi, des Mohamed en France, ils sont autant français la plupart que moi. Donc pourquoi on interdirait? Alors à ce moment-là, on va interdire Laurent, on va interdire Joseph, pourquoi pas, ou Ali, ou Isaac. Aussi, ça va trop loin, Monsieur Burgois? Oui, ça va. Je trouve que ça va trop loin. Et puis, vous nous disiez, moi je pense que ceux qui de chez nous veulent tendre la main à Madame Le Pen, c'est la mort de la droite. Donc il faut une droite républicaine, avec ses valeurs, une droite sociale aussi, parce qu'il faut qu'on parle aussi. Et donc, mais d'aller vers le Rassemblement national, on perdra nos valeurs. Et puis, quelle crédibilité on peut donner à Mme Le Pen et ses amis en matière économique? Elle en a fait la démonstration lors du dernier débat d'élection présidentielle du second tour, où elle a été lamentable d'un point de vue économique. Et puis, moi, je vais vous dire, je mets dans le même panier le RN et les Insoumis. Ces gens sont dangereux pour la République, les uns comme les autres. Monsieur Mélenchon, Madame Le Pen, pour moi, c'est pareil. Ce sont des dangers pour la République. Merci beaucoup, Monsieur Burgois, d'avoir été avec nous ce matin. Merci de votre invitation.